Elle était perdre elle-même brin par brin. Thelma Robinson, fille de un des plus décorés amiraux d'Amérique, regardait ses cheveux tomber loin chaque matin et personne ne pouvait dire, elle, pourquoi. Plus de 300 chirurgiens examinaient elle. Les meilleurs esprits médicaux dans le pays coururent chaque test imaginable. Rien. Son père, un homme qui commandait flotte à travers guerre, se tenait impuissant dans une chambre d'hôpital, regardant sa fille fanée. Puis une nuit, l'infirmière fit quelque chose de différent. Elle ne juste vérifiait signes vitaux. Elle regardait où personne d'autre n'avait regardé. Et ce qu'elle trouva caché sous ses tombants bruns exposerait un échec qui secouait un hôpital entier à son cœur. Avant nous continuons, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous savoir d'où vous êtes regardé dans les commentaires. Profitez de l'histoire. Thelma Robinson comptait eux chaque matin, non par vanité, par peur. 23 brins sur son oreiller quand elle se réveilla. 41 tourbillonnant le drain de douche après elle laver ce qui restait. 67 emmêlés dans sa brosse comme elle essayait désespérément de se faire paraître normale. À 24 ans, elle était disparaissant pièce par pièce et personne ne pouvait dire, elle, pourquoi. La lumière du soleil se déversait à travers les hautes fenêtres de l'hôpital ce mardi matin, remplissant sa chambre avec une chaude lueur dorée qui semblait presque cruelle dans sa beauté. Parce que tandis que le monde dehors continuait dans son rythme ordinaire, gens se pressant au travail, enfants riant sur leur chemin vers l'école, vie avançant, Thelma était assise sur le bord de son lit, brossant lentement des brins de cheveux lâches de sa paume tremblante. Se regardant disparaître au ralenti, elle développa un rituel, bien qu'elle haïssait admettre cela. Chaque matin, elle ramasserait chaque brin tombé elle pouvait trouver. Compter eux, enregistrer le nombre dans un petit carnet, elle gardait caché dans son tiroir de table de nuit. Comme si d'une manière ou d'une autre, en traquant la perte, elle pouvait donner un sens à elle. Comme si nombre pouvait expliquer ce que tous les tests et scans et spécialistes ne pouvaient pas. Ce n'était pas normal, perte de cheveux. Ce n'était pas le genre de choses qui arrivent quand tu es stressé par des examens ou traversant d'une rupture ou gérant les pressions quotidiennes d'être une jeune femme essayant de trouver sa place dans le monde. Ce n'était pas génétique. Sa mère avait épais, beaux cheveux, bien dans ses années 60. Ce n'était pas quoi que ce soit les manuels préparés docteur pour. Quoi que ce soit qui rentre dans de nettes catégories diagnostiques. Quoi que ce soit qui fasse sens. C'était quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible, quelque chose qui se déplaçait à travers son corps comme un voleur silencieux, volant des morceaux de son identité pendant que tout le monde regardait, impuissant et confus. Et la partie vraiment terrifiante, elle avait déjà dérouté plus de 300 des meilleurs esprits médicaux du pays. 300 spécialistes hautement qualifiés qui avaient examiné elle, testé elle, scanné elle, analysé son sang et ses hormones et ses marqueurs génétiques. 300 experts qui avaient posé chaque question, exécuté chaque protocole, consulté chaque base de données, et Manuel et collègues ils pouvaient penser d'eux. 300 brillants docteurs qui tous vinrent à la même conclusion dévastatrice. Ils n'avaient absolument aucune idée ce qui était faux avec Thelma Robinson. Sa réflexion dans le miroir était devenue une étrangère où épais sombre vague autrefois encadrait son visage. Maintenant mince, fragile brin s'accrochait désespérément à son cuir chevelu. Elle essayait tout pour cacher cela. Foulard, chapeau, coiffure minutieuse qui prenait des heures chaque matin. Mais tu ne peux pas cacher à toi-même. Tu ne peux pas prétendre loin les poignées de cheveux qui viennent loin quand tu passes tes doigts à travers ce qui reste. Tu ne peux pas ignorer la manière dont les yeux des gens clignotent de choc, puis détournent rapidement le regard, prétendant ils ne l'ont pas remarqué. La pire partie n'était pas la perte physique. C'était l'incertitude, le non-savoir, la terreur rampante que peut-être cela ne s'arrêterait jamais. Qu'elle se réveillerait un matin complètement chauve, toujours sans réponse, toujours sans espoir, que peut-être d'une manière ou d'une autre, impossiblement, tout cela était dans sa tête.
même si la preuve était éparpillée sur son oreiller chaque matin. Mais avant nous comprenons ce que infirmière Leora Vance découvrit cette nuit-là, avant nous arrivons au moment qui changea tout, vous devez savoir juste à quel point impossible ce cas était devenu. Vous devez comprendre la profondeur du mystère, la frustration de la recherche, le désespoir d'une jeune femme et son père, alors qu'ils naviguaient un système médical qui avait tous les outils, toute la connaissance, toutes les ressources dans le monde, et pourtant encore ne pouvait pas la sauver. Parce que la réponse ne se cachait pas dans quelques rares bases de données de maladie. Enterrée dans des revues médicales obscures que seuls les spécialistes lisaient. Elle n'était pas tapie dans des anomalies génétiques ou des conditions auto-immunes exotiques ou d'étranges déséquilibres hormonaux qui nécessitaient une recherche de pointe pour identifier. Elle se cachait à la vue de tous, sous le nez de tout le monde, pendant plus d'1 an. Si vous avez déjà senti invisible dans une pièce pleine d'experts, ou regardé quelqu'un que vous aimez souffrir pendant que tout le monde juste haussait les épaules et passait à la théorie suivante, au test suivant, à la impasse suivante, frappez ce bouton d'abonnement tout de suite, parce que cette histoire prouve que parfois la vérité n'est pas trouvée dans des références ou des années d'école de médecine ou des nominations prestigieuses à l'hôpital. Parfois, elle est trouvée dans une attention minutieuse, dans quelqu'un voulant réellement regarder, dans quelqu'un qui refuse de cesser de voir la personne enterrée sous tous ses tableaux et résultats de tests. Et si vous ne pouvez pas supporter l'arrogance médicale, si vous êtes fatigué de regarder des gens souffrir parce que les soi-disant experts sont trop fiers pour admettre il pourrait manquer quelque chose de simple. Commentez. Écoutez les infirmières maintenant. Amiral Albert Robinson n'était pas habitué à se sentir impuissant. Pendant 32 ans, il avait commandé respect sans le demander. Pris des décisions impossibles dans des moments où l'hésitation pouvait coûter des vies, mener des milliers d'hommes et de femmes à travers des eaux dangereuses, à la fois littérales et métaphoriques. Il avait reçu des éloges de supérieurs qui rarement donnaient des éloges, des médailles épinglées à sa poitrine par des généraux qui avaient tout vu ce que la guerre pouvait leur lancer, des honneurs de 3 différents présidents qui comprenaient ce que cela signifiait de servir son pays avec dévouement inébranlable. Son bureau à la base navale racontait l'histoire d'une vie vécue au service. Métaux polis tapissaient un mur, chacun représentant un moment de courage, une crise évitée, une mission accomplie contre des obstacles impossibles. Photographies capturaient poignées de main avec des leaders mondiaux, cérémonies sur des ponts de porte-avions, moments de triomphe qui avaient défini sa carrière. Au centre de tout cela pendait un portrait de famille. Amiral Robinson dans son uniforme de cérémonie, sa défunte femme à côté de lui, et Thelma, peut-être 8 ans, souriant à la caméra avec ce sourire qui pouvait faire fondre la plus sévère discipline militaire. Mais rien de cela n'importait maintenant. Aucune de ces médailles ne pouvait l'aider. Aucune de ses connexions à des personnes puissantes ne pouvait changer ce qui se passait. Aucune de ses ressources accumulées sur 3 décennies de services distingués ne pouvait faire quoi que ce soit pour sauver la seule personne qui comptait le plus. Parce que sa fille, Thelma, souffrait, et toute son autorité, toutes ses relations soigneusement cultivées, toute sa capacité à faire des choses avec un seul coup de fil. Tout cela était sans valeur face à un mystère que même les meilleurs médecins de l'Amérique ne pouvaient pas résoudre. Thelma avait toujours été sa fierté. Non pas de la manière dont certains pères militaires poussaient leurs enfants dans des uniformes et s'attendaient à ce qu'ils suivent des chemins rigides. Non, sa fierté venait de la regarder devenir exactement qui elle voulait être. Elle fut diplômée première de sa classe à Georgetown, non parce qu'il le demanda, mais parce qu'elle avait cette intelligence féroce qui ne pouvait être contenue. Elle fit du bénévolat dans des hôpitaux de vétérans chaque week-end, assise avec des soldats blessés, écoutant leurs histoires, apportant de la lumière dans des pièces qui avaient vu trop d'obscurité.
Elle voulait elle-même se lancer dans la médecine pour aider les gens de la manière dont son père avait servi son pays, pour faire une différence qui n'était pas à propos de rang ou d'autorité, mais à propos de connexion humaine authentique. Elle avait ce rire contagieux, cette manière d'illuminer chaque pièce où elle entrait. Les gens gravitaient vers elle sans comprendre pourquoi. Elle entrait dans une réception militaire formelle, événement qui était habituellement rigide et inconfortable, et en quelques minutes, elle aurait des généraux au visage sévère rigolant à une histoire, des jeunes officiers détendus et authentiques en sa présence. Elle avait la chaleur de sa mère, ce rare don de faire que tout le monde se sente vu, valorisé, important. Il se souvint d'elle enfant courant à travers la pelouse de la base navale, Nat volant, criant « Papa est à la maison ». Chaque fois il revenait de déploiement, il se souvenait de ses années d'adolescence, les longues conversations sur la philosophie et l'éthique, et ce que cela signifiait de vivre une vie significative. Il se souvint de sa remise de diplôme universitaire, la manière dont elle l'avait trouvé dans la foule et avait murmuré « merci ». Avant d'accepter son diplôme, et comment sa poitrine avait gonflé d'une fierté si féroce que cela faillit le renverser. Et puis, il y a 13 mois, tout changea. Cela commença si petit. Quelques brins supplémentaires dans la douche. Rien d'alarmant. Thelma le mentionna avec désinvolture pendant le dîner un soir. Je pense que je perds plus que d'habitude. Et ils avaient ri de cela. Stress de son nouveau poste de recherche, changement dans son régime alimentaire, les fluctuations normales que les corps traversent. Mais cela ne s'arrêta pas. Cela empirait de pire en pire. Et ce qui commença comme quelques brins supplémentaires dans la douche devint un mystère médical qui exposerait juste à quel point notre système de santé est réellement brisé. Comment même les experts les plus qualifiés peuvent manquer ce qui est juste devant eux? Comment l'amour d'un père et une vie d'influence ne signifient rien quand le système échoue? Mais nous avançons. Laissez-moi vous dire qui a regardé le cas de Thelma Robinson. D'abord, son médecin de soins primaires, Dr. Mitchell, qui la connaissait depuis qu'elle avait 16 ans. Il a fait les bilans sanguins standards, vérifié sa thyroïde, ses niveaux de fer, sa vitamine D. Tout est revenu normal, alors il l'a référé à un dermatologue. Puis vint Dr. Sarah Patel, une dermatologue avec 20 ans d'expérience dans les troubles capillaires et du cuir chevelu. Elle examina le cuir chevelu de Thelma sous grossissement, prit des échantillons, testa pour les infections fongiques, les problèmes bactériens, les conditions inflammatoires, rien. Alors elle envoya Thelma en endocrinologie. Puis 3 endocrinologues différents entrèrent dans la salle parce que les chiffres de la thyroïde de Thelma semblaient légèrement anormaux. Pas assez anormaux pour expliquer la perte de cheveux, mais assez anormaux pour justifier une investigation. Ils ajustèrent et utilisèrent les médicaments, surveillèrent les niveaux d'hormones, firent des tests pour la maladie de Hashimoto, la maladie de Graves, l'insuffisance surrénale. Les chiffres se normalisèrent. Les cheveux continuèrent à tomber. Puis 2 rhumatologues suspectant d'une maladie auto-immune. Ils testèrent pour le lupus, pour l'alopécie areata, pour la sclérodermie, pour chaque condition où le corps s'attaque lui-même. Ils la mirent sous immunosuppresseur à titre d'essai. Aucun changement. Puis 4 neurologues, quand quelqu'un remarqua finalement que la perte de cheveux semblait se concentrer près de son cou, près de la base de son crâne. Ils testèrent pour la sclérose en plaques, pour la dystrophie musculaire, pour les lésions nerveuses, pour les lésions cérébrales. Ils firent des études de conduction nerveuse qui firent Thelma tressaillir à chaque impulsion électrique. Rien de concluant. Puis un oncologue juste pour écarter l'impensable, parce que parfois la perte de cheveux est le premier signe de quelque chose de plus sombre, quelque chose qui se cache dans la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques. Les scanners étaient clairs. Pas de cancer, ce qui aurait dû être un soulagement, mais qui sembla d'une certaine manière juste une autre impasse. Puis des spécialistes en carence nutritionnelle.
Peut-être qu'elle n'absorbait pas les nutriments correctement. Peut-être qu'une obscure carence en vitamines était la cause de cela. Puis des conseillers génétiques et des spécialistes en troubles génétiques. Peut-être y avait-il une rare mutation, une condition héréditaire qui ne s'exprimait qu'à l'âge adulte. Puis des psychiatres spécialisés dans les conditions liées au stress, parce que la connexion corps-esprit est réelle, et parfois un traumatisme se manifeste physiquement. Puis des immunologistes axés sur les maladies auto-immunes rares, qui n'apparaissent pas sur les panels standards. Puis plus d'endocrinologues examinant les déséquilibres hormonaux au-delà de la thyroïde. Cortisol, œstrogène, progestérone, testostérone, hormones de croissance. Puis des spécialistes en médecine environnementale testant l'exposition aux toxines, aux métaux lourds, aux produits chimiques industriels, aux moisissures, des choses que la plupart des gens ne considèrent même jamais. Au cours d'une année, Thelma a vu 87 médecins différents. Elle a subi 143 tests séparés, des prises de sang qui ont laissé ses bras contusionnés et sensibles, des biopsies qui ont prélevé des morceaux de son cuir chevelu pour examen au microscope, des IRM où elle est restée parfaitement immobile dans des tubes claustrophobes pendant que des machines martelaient des mots autour d'elle. Des scanners CT qui ont inondé son corps de radiation à la recherche de réponses. Un séquençage génétique qui a cartographié tout son ADN à la recherche de mutations. Des panels pour des maladies si rares qu'elles n'avaient même pas de nom prononçable. Des conditions qui affectaient peut-être 12 personnes dans le monde. Et à travers tout cela, l'amiral Robinson était assis dans salle d'attente après salle d'attente. Un homme qui avait autrefois commandé des porte-avions, qui avait pris des décisions en une fraction de seconde, qui avait affecté des milliers de vies, qui avait affronté des crises internationales sans ciller. Maintenant impuissant comme un enfant, regardant les cheveux de sa fille tomber en touffes silencieuses sur les sols stériles, incapable de faire autre chose que de lui tenir la main et de promettre que le prochain médecin aurait des réponses. Mais voici ce qui rendait ce cas si terrifiant. Ce qui les maintenait tous les deux éveillés la nuit, ce qui fit même les spécialistes les plus confiants finalement se taire. Chaque test revenait normal, non pas peu concluant, non pas à la limite. Non pas nous avons besoin de plus de données. Normal, complètement, définitivement, inexplicablement normal, comme si le corps de Thelma était parfaitement sain, fonctionnant exactement comme il devrait, suivant toutes les règles biologiques. Même alors qu'elle se détériorait visiblement sous les yeux de tous, même alors que son reflet devenait de moins en moins reconnaissable, même alors qu'elle perdait non seulement des cheveux, mais de l'espoir. Les spécialistes commencèrent à chuchoter d'abord dans des conférences médicales à huis clos, puis plus ouvertement. Peut-être est-ce psychologique. Peut-être est-ce que le stress se manifestant physiquement. Peut-être d'une manière ou d'une autre, elle se fait cela à elle-même sans le réaliser. Peut-être le problème n'est pas dans son corps du tout. Et c'est alors que l'amiral Robinson prit une décision qui changerait tout. Centre médical St. Catharines, classé parmi les 10 meilleurs hôpitaux d'Amérique, abritant certains des esprits médicaux les plus brillants du monde, technologie de pointe dont la plupart des établissements ne pouvaient que rêver. Programme de recherche qui repousse les limites de ce que la médecine peut accomplir. Si quelqu'un pouvait résoudre ce mystère impossible, ce serait eux. L'amiral tira des ficelles. Il appela des faveurs de décennies de collègues, de politiciens avec qui il avait travaillé pendant sa carrière navale, de quiconque lui devait quelque chose. Il exploita chaque connexion, chaque relation, chaque once d'influence qu'il avait accumulée sur 32 ans de service distingué. Et finalement, il fit admettre Thelma à leur unité de diagnostic, un endroit où les cas impossibles allaient être résolus, où des équipes de spécialistes collaboraient à travers les disciplines, partageaient des idées, abordaient les mystères médicaux avec des yeux neufs et des ressources illimitées. Pendant 6 semaines, Thelma devint leur projet. Les médecins se relayaient dans sa chambre par équipe de 5, 6, parfois 8 à la fois.
Médecins seniors, résidents juniors, spécialistes de différents départements, tous rassemblés autour de son lit, discutant de théories, débattant de possibilités, l'examinant comme si elle était un puzzle fascinant qui n'avait juste besoin de la bonne combinaison d'esprits brillants pour être résolu. Ils examinèrent chaque test précédent qu'elle avait subi, cherchant des schémas que les autres médecins auraient pu manquer. Ils en commandèrent de nouveau, une imagerie plus sophistiquée, une analyse génétique plus détaillée, des bilans sanguins expérimentaux qui testaient des marqueurs dont la plupart des hôpitaux ne savaient même pas l'existence. Ils consultèrent des bases de données internationales de maladies rares. Ils contactèrent des collègues à Johns Hopkins, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, demandant si quelqu'un avait déjà vu quelque chose de même lointainement similaire. Ils étaient minutieux. On ne pouvait pas leur reprocher cela. Ils étaient professionnels, systématiques, véritablement investis dans la recherche de réponses. Certains d'entre eux passèrent leur propre temps à faire des recherches, à lire des revues médicales obscures, tard dans la nuit, déterminés à être celui qui résoudrait le mystère qui avait dérouté tout le monde. Ils abordèrent le cas de Thelma avec curiosité intellectuelle, avec compétence, avec tous les outils et connaissances que la médecine moderne pouvait fournir. Et un par un, semaine après semaine, ils revinrent bredouille. Thelma cessa de poser des questions. Après la 3e semaine, elle avait appris à lire le regard dans leurs yeux. Ce changement subtil de confiance à confusion, à frustration, à peine dissimulée. Cela se passait de la même manière à chaque fois. Un nouveau médecin entrait, posture droite, voix assurée, expliquant sa théorie sur ce qui pourrait causer cela. Ils l'examinaient, commandaient leurs tests, promettaient qu'ils étaient proches d'une réponse. Et puis quelques jours plus tard, ce même médecin revenait, épaules légèrement affaissées, évitant le contact visuel direct, utilisant des phrases comme résultat inattendu, et nous devons explorer d'autres avenues. Elle les entendait dans le couloir devant sa chambre, voix basse, mais mots suffisamment clairs pour distinguer. Je n'ai jamais rien vu de tel. Rien dans la littérature ne correspond à cette présentation. Nous sommes à court d'options ici. La nuit, quand l'hôpital se calmait et que la parade des spécialistes s'arrêtait enfin, Thelma restait étendue dans son lit, fixant le plafond, passant ses doigts dans ce qui restait de ses cheveux. Les brins semblaient plus minces chaque jour, plus fragiles, comme s'ils pouvaient se désintégrer à son toucher. Et dans ces heures sombres et silencieuses, elle se demandait si elle devenait folle. Si d'une manière ou d'une autre, impossiblement, tous ces spécialistes avaient raison et que tout cela était dans sa tête. Si elle fabriquait sa propre souffrance par un mécanisme psychologique qu'elle ne pouvait contrôler ni comprendre. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. La réponse ne se cachait pas dans une base de données de maladies rares. N'était pas enfouie dans une littérature médicale obscure qui nécessitait des consultations internationales pour être accessible. Elle n'était pas dans des bilans sanguins ou des marqueurs génétiques ou des titres auto-immunes ou aucun des tests sophistiqués qu'ils continuaient à faire. Elle était quelque part de beaucoup plus simple, quelque part que 300 experts avaient juste ignoré, trop concentrés à trouver la complexité pour voir la simplicité. Si vous avez déjà été rejeté par quelqu'un qui était censé vous aider, si vous avez déjà été fait sentir que votre souffrance n'était pas réelle parce que les tests ne pouvaient pas l'expliquer, si vous vous êtes déjà demandé si vous imaginiez votre propre douleur, commentez « Je te crois, Thelma » tout de suite. Parce que ce qui se passe ensuite prouve que parfois les personnes les plus qualifiées dans la pièce, celles avec les références les plus impressionnantes et les plus longues listes de publications, sont celles qui manquent des vérités les plus évidentes. C'était la 7e semaine à St. Catharines quand l'amiral Robinson s'effondra finalement. Pas en public, pas où aucun des médecins ou infirmières ou autres patients pouvaient me voir, mais tard un soir, debout seul dans la chapelle de l'hôpital, un petit espace tranquille avec des bancs en bois et des vitraux qui captaient la lumière du soleil déclinante. Ce héros de guerre décoré, cet homme qui avait affronté des combattants ennemis sans cilier,
pleura. Il était à court de ficelles à tirer, de faveurs à rappeler, d'espoir. Et c'est exactement quand l'infirmière Leora Vance entra dans la chambre de Thelma. Leora Vance n'était pas censée être quelque chose de spécial. Du moins pas selon la hiérarchie hospitalière qui gouvernait le centre médical St. Catherine's comme un système de caste invisible. Elle avait 29 ans, était infirmière depuis 6 ans, travaillait principalement de nuit dans l'unité de diagnostic, les heures de cimetière quand l'hôpital s'installait dans un rythme différent, plus calme, mais d'une certaine manière plus intense. Compétente, calme, minutieuse, tels étaient les mots qui apparaissaient dans ses évaluations de performance. Bonne avec les patients, suit les protocoles, fiable, mais juste une infirmière, pas un médecin, pas un spécialiste, pas quelqu'un dont l'opinion avait du poids dans les salles de conférence où le cas de Thelma était sans cesse débattu. Juste une infirmière qui prenait les signes vitaux, administrait les médicaments, mettait à jour les dossiers et essayait de rendre les patients confortables pendant que les vrais esprits médicaux faisaient le travail important de diagnostic et de traitement. Elle avait entendu parler de la fille de l'amiral? Bien sûr, tout le monde. L'affaire était devenue une sorte de légende dans les couloirs, murmurée pendant les changements d'équipe, discutée dans la salle de pause autour de cafés rassis et de snacks de distributeurs. Le mystère qui déconcertait tout le monde. La fille qui perdait ses cheveux sans aucune raison. Le cas impossible qui avait attiré des spécialistes de tout le pays. Tous désireux d'être celui qui le résoudrait enfin. Tous ajoutant finalement leur nom à la liste croissante d'experts qui avaient échoué. Certaines infirmières avaient pitié de Thelma. D'autres étaient frustrées par la parade constante de médecins consultants qui perturbaient les routines normales du service, exigeant des aménagements spéciaux, traitant le personnel infirmier comme des assistants glorifiés plutôt que des professionnels de la santé à part entière. Mais Leora ressentait juste de la curiosité. Non pas d'une manière morbide, non pas de la manière dont certaines personnes sont attirées par la tragédie. Elle était curieuse de ce que tout le monde manquait, de pourquoi un symptôme apparemment si simple, la perte de cheveux, était devenu une énigme insoluble. Mais Leora avait appris quelque chose pendant ces 6 années d'infirmière que la plupart des spécialistes avaient oublié pendant leur décennie d'école de médecine, enfouis sous des couches de diagnostics différentiels et de protocoles basés sur des preuves et d'études évaluées par des pairs. Elle avait appris que parfois les réponses ne sont pas dans les têtes. Parfois, elles ne sont pas dans les analyses de sang ou l'imagerie ou le séquençage génétique. Parfois, elles sont dans le patient, dans la manière dont il bouge, la manière dont il parle, les petits gels inconscients qui révèlent ce que les mots et les valeurs de laboratoire ne peuvent pas. Elle avait grandi dans une petite ville du Montana rural où l'hôpital le plus proche était à 40 miles, où les gens apprenaient à prêter attention aux signes subtils parce que attendre les résultats des tests pouvait signifier la différence entre attraper quelque chose tôt et perdre quelqu'un que vous aimiez. Elle avait regardé sa grand-mère souffrir de mauvais diagnostics parce que personne ne prenait le temps de vraiment la regarder, d'écouter ce qu'elle disait au-delà de ses symptômes. Les médecins étaient efficaces, professionnels, mais toujours pressés, toujours passant aux patients suivants, toujours faisant plus confiance à leurs tests qu'à leurs observations. Sa grand-mère mourut d'une condition qui aurait dû être détectée 6 mois plus tôt. Si seulement quelqu'un avait remarqué la manière dont elle favorisait son côté gauche quand elle marchait, la manière dont elle tressaillait quand elle prenait de profondes respirations, les petits indices que son corps criait à l'aide dans une langue que les médecins ne prenaient pas la peine d'apprendre. C'est pourquoi Leora devint infirmière. Non pas pour suivre aveuglément des protocoles, non pas pour simplement exécuter des ordres écrits par des médecins qui passaient 5 minutes avec les patients avant de passer à autre chose. Elle devint infirmière pour voir ce que les autres manquaient, pour prêter attention dans un système de santé qui valorisait de plus en plus l'efficacité plutôt que l'observation, pour être le genre de soignante qu'elle aurait souhaité que sa grand-mère ait trouvé
avant qu'il ne soit trop tard. Elle développa sa propre approche au fil des ans. Quand elle entrait dans la chambre d'un patient, elle ne se saisissait pas immédiatement du tensiomètre ou ne tirait pas le dossier électronique. Elle se présentait. Elle s'asseyait si elle le pouvait, se mettant au niveau du patient au lieu de se tenir au-dessus de lui en position d'autorité. Elle posait des questions ouvertes et écoutait réellement les réponses, observant non seulement ce que les patients disaient, mais comment ils le disaient, ce que leur corps révélait que leurs mots ne le faisaient pas. D'autres infirmières la taquinaient parfois de prendre trop de temps avec les patients, de s'investir émotionnellement dans des cas qui n'étaient pas les siens à résoudre. Mais Leora ne pouvait pas s'en empêcher. Elle avait vu trop de gens passer à travers les mailles d'un système qui privilégiait le débit plutôt que la minutie, qui mesurait le succès et un volume de patients plutôt qu'un résultat pour les patients. Et ce soir, lors de ce qui semblait être un quart de travail complètement routinier, une autre nuit de vérification des signes vitaux et de tournée de médicaments et de tenue de dossiers dans les heures calmes où la plupart de l'hôpital dormait, le don d'attention de Leora aurait enfin la chance de faire ses preuves. Leora frappa doucement avant d'entrer. Bien que Thelma était éveillée, elle pouvait le dire à la manière dont la lumière du couloir attrapait ses yeux. Ce regard lointain et sans sommeil que les patients ont quand l'espoir s'est amenuisé, quand les nuits s'étirent sans fin et que le sommeil semble un luxe réservé aux personnes dont le corps ne les trahit pas. La chambre d'hôpital était silencieuse à 2h47 du matin, remplie seulement du doux bip rythmique des moniteurs et du léger bourdonnement des systèmes de ventilation. La majeure partie de l'unité de diagnostic dormait ou essayait de dormir. Mais Thelma restait là, les yeux ouverts, fixant le plafond comme s'il pouvait contenir des réponses que tous ces spécialistes n'avaient pas pu trouver. « Bonjour Thelma, je suis Leora, juste ici pour votre vérification des signes vitaux. Comment vous sentez-vous ce soir? » Thelma fit ce petit sourire pratiqué, celui qu'elle avait perfectionné pendant des mois à répondre à la même question de dizaines de professionnels de la santé différents. Le sourire qui disait « Je coopère, je suis une bonne patiente. S'il vous plaît, ne me demandez pas comment je vais vraiment parce que je n'ai plus l'énergie d'être honnête. » Bien. Fatigué, je parie. Leora tira une chaise au lieu de se tenir au-dessus du lit comme la plupart des infirmières, un presse-papier à la main, parcourant leur liste de contrôle avec un professionnalisme efficace. Elle s'assit, se mettait au niveau de Thelma et laissa échapper une longue respiration. « Ça vous dérange si je m'assieds? Cela a été un long quart de travail et ces chaussures me tuent. » C'était une si petite chose, une chose si humaine. Pas d'infirmière à patiente, mais de personne à personne, et le sourire pratiqué de Thelma s'adoucit en quelque chose de plus authentique. Bien sûr, c'est là que Leora fit quelque chose de différent, quelque chose qu'aucun des 300 spécialistes n'avait pensé à faire. Ou peut-être y avait-il pensé, mais avaient décidé que ce n'était pas une utilisation efficace de leur temps précieux. Elle ne se précipita pas. Elle ne tira pas immédiatement le dossier électronique et ne parcourut pas une liste de contrôle des signes vitaux et des horaires de médicaments. Elle ne traita pas Thelma comme un mystère médical à résoudre avec la bonne combinaison de tests et d'interventions. Elle parla juste. Elle demanda comment Thelma avait passé sa journée, ce qu'elle avait mangé, si la nourriture était aussi terrible que la nourriture d'hôpital l'était habituellement, si elle avait réussi à dormir réellement, ou juste le sommeil agité que les hôpitaux semblaient conçus pour empêcher. Elle demanda des nouvelles de sa famille, si son père était venu aujourd'hui, comment il tenait le coup sous le stress. Elle demanda ce qui manquait le plus à Thelma dans la vie avant de l'hôpital. Pas la vie avant la perte de cheveux, mais la vie avant que tout ne devienne rendez-vous et test et attente de réponses qui ne venaient jamais. Et pendant qu'elle parlait, Leora observait, non pas d'une manière clinique, non pas avec l'observation détachée d'une chercheuse étudiante un sujet. Elle observait de la manière dont un peintre étudie la lumière telle qu'elle change sur un paysage,
de la manière dont un musicien écoute la fausse note dans un orchestre, la discorde subtile qui révèle quelque chose d'important sous l'harmonie de surface. C'est alors qu'elle le remarqua. La manière dont Thelma inclinait légèrement la tête vers la gauche lorsque la lampe de chevet frappait ses yeux, comme si la lumière causait de l'inconfort. Elle avait appris à s'adapter automatiquement à la manière dont sa main se déplaçait instinctivement vers l'arrière de son cou lorsqu'elle parlait de maux de tête. Pas des migraines dramatiques qui l'envoyaient au lit, mais des maux de tête persistants de faible intensité qui étaient devenus une compagne si constante qu'elle les enregistrait à peine. Petites choses inconscientes, le genre de détails qui n'apparaissent pas dans les entretiens avec les patients parce que les gens ne pensent pas à mentionner ce qui est devenu normal. Leora remarqua la manière dont les doigts de Thelma masseraient distraitement le même endroit à la base de son crâne, la manière dont elle changeait de poids lorsqu'elle était assise trop longtemps, le subtil tressaillement qui traversait son visage lorsqu'elle tournait la tête trop rapidement vers la droite. Ce n'étaient pas des symptômes que Thelma avait signalés. Ils n'étaient dans aucun des dossiers médicaux exhaustifs qui documentaient chaque test, chaque consultation, chaque théorie qui avait été explorée et écartée. C'étaient juste les adaptations silencieuses qu'un corps fait quand quelque chose ne va pas. Les accommodations inconscientes que nous développons pour vivre avec un inconfort chronique. Maintenant, voici ce que vous devez comprendre. Leora n'était pas plus intelligente que ses 300 spécialistes. Elle n'avait pas accès à des tests qu'ils n'avaient pas. Ne possédait pas un diplôme médical avancé ou une formation spécialisée qu'il manquait. Elle ne connaissait pas une technique diagnostique secrète qui avait été négligée dans toutes ses conférences et consultations. Ce qu'elle avait, c'était du temps. Du temps pour s'asseoir avec Thelma, non pas comme un cas à résoudre, mais comme une personne à voir. Et de la patience. La patience de laisser la conversation se dérouler naturellement, d'observer sans agenda, de remarquer ce qui se révélait quand on cessait de chercher si fort des réponses. Et peut-être le plus important, elle avait la volonté de laisser son patient la guider au lieu de l'inverse. Au lieu d'arriver avec des théories et d'utiliser Thelma pour les confirmer ou les nier, elle laissa le corps de Thelma raconter sa propre histoire, révéler sa propre vérité dans le langage des gestes et des mouvements et de l'adaptation inconsciente. Thelma, cela vous dérangerait-il si je faisais un rapide examen physique? Rien d'invasif, je promets. Je veux juste vérifier quelque chose. Thelma hocha la tête sans hésitation. Elle avait été piquée et palpée tant de fois au cours des 13 derniers mois, examinée par tant de mains différentes, soumise à tant de tests et de procédures qu'une autre paire de mains était à peine enregistrée. Qu'était un autre examen dans la parade sans fin de médecins et de spécialistes qui l'avaient tous regardé et n'avaient rien trouvé. Leora se leva et se déplaça sur le côté du lit. Ses mouvements s'étaient délibérés et calmes. Elle commença là où toute infirmière commence. Les bases qui deviennent si routinières qu'elles sont presque méditatives. Le pouls d'abord, doigt doux sur le poignet de Thelma, comptant le rythme régulier. Normal, puis la température. Le thermomètre bipant doucement après quelques secondes. Normal, puis la tension artérielle. Le brasseur se gonflant et se dégonflant avec ce souffle d'air familier. 118/76. Normal. Comme toujours, tout était toujours normal. C'était la partie exaspérante de ce cas. Le détail qui avait poussé 300 spécialistes à la frustration et finalement à la défaite. Selon chaque norme mesurable, Thelma Robinson était en bonne santé. Son corps fonctionnait exactement comme il devrait. Les chiffres ne mentaient jamais et les chiffres disaient toujours qu'elle allait bien. Mais Leora ne s'intéressait pas aux chiffres en ce moment. Elle s'intéressait à ce que les chiffres ne pouvaient pas mesurer. Je vais vérifier votre cuir chevelu maintenant. D'accord. Je vais juste palper doucement. Elle se plaça derrière Thelma, ses mains planant un instant avant d'entrer en contact. Quand elle toucha la tête de Thelma, ses doigts étaient chauds,
prudent, respectueux de la tendresse qui accompagne une maladie chronique inexpliquée. Elle travailla méthodiquement, section par section, ses doigts se déplaçant à travers ce qui restait des cheveux de Thelma, avec la minutie de quelqu'un qui cherche quelque chose de spécifique, mais pas encore sûr de quoi. Elle ne cherchait pas de zone chauve. Celle-ci était évidente, visible pour quiconque avait des yeux. Elle ne vérifiait pas l'inflammation ou les lésions ou aucune des choses que le dermatologue avait déjà examinées une douzaine de fois. Elle cherchait quelque chose d'autre, quelque chose que sa conversation avec Thelma avait suggéré pourrait être là, caché sous la surface où les examens standards ne penseraient pas à sonder. Ses doigts se déplacèrent du sommet de la tête de Thelma vers la nuque, suivant la courbe naturelle du crâne, cherchant des irrégularités dans la structure osseuse, dans les tissus, dans tout ce qui pourrait expliquer pourquoi Thelma inclinait inconsciemment la tête loin de la lumière. Pourquoi sa main dérivait toujours vers le même endroit quand elle parlait de maux de tête. Et puis ses doigts s'arrêtèrent, juste à la base de la ligne des cheveux de Thelma, là où le crâne rencontre le cou, là où l'os occipital s'incurve pour rencontrer la première vertèbre cervicale. Il y avait quelque chose là. Quelque chose de si faible, de si subtil que vous le manqueriez complètement si vous ne le recherchiez pas activement. Si vos doigts n'étaient pas entraînés à détecter les plus petites déviations de l'anatomie normale, une ligne de tissu à peine surélevée, presque invisible sous les cheveux restants. Vieux tissu cicatriciel. Le genre qui se forme quand la peau guérit une plaie et laisse une marque si estompée que le temps l'a presque effacée. Thelma, avez-vous déjà eu des blessures à la tête? Peut-être quand vous étiez plus jeune, même quelque chose de mineur. Thelma réfléchit un instant, son front se plissant à l'effort de la mémoire. Je ne pense pas. Quoi? Il y a une petite cicatrice ici, très vieille, presque invisible. Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué cela? Léora garda sa voix calme, professionnelle, mais son cœur battait plus vite maintenant parce qu'elle savait. Elle savait qu'elle avait trouvé quelque chose d'important, quelque chose que chaque autre examen avait d'une manière ou d'une autre négligé. La main de Thelma alla à son cou, les doigts cherchant ce que Léora avait trouvé. Une cicatrice? Je ne me souviens pas. Attendez, sa voix changea, des souvenirs remontant d'il y a des années, d'une époque avant la perte de cheveux et les hôpitaux et les rendez-vous médicaux sans fin. Quand j'avais 16 ans, je suis tombé d'un cheval, j'ai frappé ma tête sur un poteau de clôture, je suis allé aux urgences, ils ont dit que j'allais bien, ils m'ont juste donné de la glace et m'ont renvoyé chez moi. 8 ans auparavant, l'esprit de Léora était déjà en pleine course, connectant des points qui semblaient soudainement d'une évidence aveuglante. Il y a 8 ans, une blessure à la tête, suffisamment mineure pour que les médecins des urgences la jugent non sérieuse, l'avaient renvoyée chez elle avec des instructions post-commotion standard et rien de plus. Pas d'imagerie de suivi, pas de surveillance à long terme, juste une adolescente qui s'était frappé la tête, semblait aller bien et avait été autorisée à reprendre sa vie. Mais et si ce n'était pas bien? Et si cet impact, ce moment de traumatisme, avait causé des dommages qui n'étaient pas immédiatement apparents? Et s'il y avait une fracture petite et stable qui était passée inaperçue parce que personne n'avait pensé à la chercher? Et si cette fracture au cours de 8 ans avait progressivement bougé, pressant contre des nerfs, causant des problèmes qui n'apparaîtraient pas sur les tests standards, parce que personne n'imaginait la bonne zone. La perte de cheveux avait commencé il y a 13 mois. Mais cela ne signifiait pas que la cause sous-jacente avait commencé il y a 13 mois. La compression nerveuse peut être progressive, s'accumulant lentement avec le temps jusqu'à ce que les symptômes se manifestent enfin. Une fracture d'il y a 8 ans pourrait absolument causer des problèmes maintenant, surtout si elle était exactement au bon ou au mauvais endroit pour affecter les voies nerveuses responsables de la fonction des follicules pileux. Ce que Léora soupçonnait à ce moment-là allait chambouler toute cette affaire. Parce que si elle avait raison,
Cela signifiait que 300 spécialistes n'avaient pas juste manqué quelque chose de petit, un détail obscur qui nécessitait d'une compétence exceptionnelle pour être détecté. Ils avaient manqué quelque chose qui avait causé la souffrance de Thelma pendant plus d'un an, quelque chose de fondamental, quelque chose qui aurait pu être trouvé avec un simple test que personne n'avait pris la peine de commander parce que personne n'avait pensé à relier une blessure d'enfance à un symptôme actuel. Ils l'avaient manqué parce qu'ils n'avaient jamais posé la bonne question. Parce que les formulaires d'admission de Thelma mentionnaient la chute, mais elle était répertoriée sous les antécédents médicaux et rejetée comme une histoire ancienne non pertinente. Parce que lorsque vous recherchez des maladies auto-immunes rares et des anomalies génétiques, vous ne pensez pas à commander un scanner haute résolution d'anciens styles de blessures. Maintenant, vous penseriez que trouver une percée potentielle serait une cause de célébration. Vous penseriez que les médecins écouteraient avec intérêt, enquêteraient immédiatement, remercieraient Leora pour sa diligence et son observation attentive. Vous penseriez qu'après 13 mois d'échecs, après que 300 spécialistes soient revenus bredouille, quelqu'un serait reconnaissant pour une nouvelle piste, peu importe d'où elle venait. Vous auriez tort. Le premier docteur que Leora approcha leva à peine les yeux de sa tablette. Dr. Blum Rio, un neurologue qui consultait sur le cas de Thelma depuis 3 semaines, se tenait à la station des infirmières, examinant les dossiers des patients avec le détachement efficace de quelqu'un qui avait 17 autres cas exigeant son attention. Dr. Rio, je dois vous parler de Thelma Robinson. Infirmière Vance, nous avons fait 17 études d'imagerie différentes sur cette patiente. S'il y avait un problème structurel, nous l'aurions trouvé. Mais cette cicatrice est juste au-dessus du groupe de nerfs occipitaux. S'il y a une sorte de fracture ou de compression, nous avons examiné son imagerie. Il n'y a rien là. Il ne la regarda même pas. Il continua simplement à faire défiler sa tablette, passant déjà au patient suivant, au problème suivant, rejetant son observation avant qu'elle n'ait même fini de l'expliquer. Mais l'imagerie n'était pas à haute résolution sur le site de la blessure. Si nous pouvions juste, il s'éloigna au milieu de la phrase, appelé dans la chambre d'un autre patient par un résident qui avait besoin d'une consultation. Leora resta là, les mots mourants dans sa gorge, le regardant disparaître dans le couloir sans un regard en arrière. Elle essaya 3 autres médecins de garde. Dr. Patricia Holmes, une endocrinologue. Dr. James Winters, un autre neurologue. Dr. Rebecca Santos, le médecin-chef de l'équipe de diagnostic. Même réponse à chaque fois. Des variations sur le même thème. Nous avons déjà regardé, nous avons déjà testé. Si c'était là, nous l'aurions trouvé. Dr. Santos fut la pire. Elle écouta l'explication de Leora avec un sourire patient, le genre d'expression que l'on donnerait à un enfant qui pense avoir fait une découverte importante sur quelque chose que les adultes comprennent déjà. Quand Leora eut fini, Dr. Santos posa une main sur son épaule, douce, condescendante, et dit « J'apprécie votre préoccupation pour la patiente. Vraiment, mais peut-être devriez-vous vous en tenir à vos fonctions infirmières et laisser les spécialistes s'occuper des diagnostics. Nous avons ça sous contrôle. Restez à vos fonctions infirmières, comme si l'observation n'était pas une fonction infirmière. Comme si les soins aux patients commençaient et finissaient par l'administration de médicaments et la vérification des signes vitaux. Comme si 6 années à observer, écouter, remarquer ce que les autres manquaient ne comptaient pour rien par rapport au diplôme de médecine et à la formation spécialisée. Leora se retrouva dans la salle de pause à 4 heures du matin, épuisée, fixant une tasse de café qui avait refroidi il y a 1 heure. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus, projetant tout dans cette lueur institutionnelle dure qui rend chaque surface fatiguée et usée. Elle aurait dû finir son service, documenter ses rondes, rentrer dormir. Au lieu de cela, elle était assise là, rejouant chaque conversation, chaque rejet, se demandant si peut-être ils avaient raison. Peut-être qu'elle dépassait les bornes, peut-être que cette cicatrice ne signifiait rien.
Peut-être qu'elle voyait des connexions qui n'étaient pas là parce qu'elle voulait tellement être celle qui aidait, qui faisait une différence. C'est le moment où la plupart des gens auraient abandonné, auraient dit « J'ai essayé », documenter leur observation dans les notes du patient et passer à autre chose. Que ce soit le problème de quelqu'un d'autre, la responsabilité de quelqu'un d'autre. Après tout, qui était-elle pour remettre en question 300 experts? Qui était-elle pour penser qu'elle savait mieux que des médecins avec des décennies d'expérience de plus, avec des murs pleins de diplômes et de publications et de récompenses? Qui était-elle pour croire que son instinct, son observation attentive pendant un quart de nuit, pouvait être plus précieuse que tous leurs tests et analyses sophistiquées? Mais Leora ne pouvait s'empêcher de penser au visage de Thelma. La façon dont l'espoir avait vacillé dans ses yeux quand Leora avait posé des questions sur l'ancienne blessure, comme si enfin quelqu'un regardait dans une direction que personne d'autre n'avait envisagée. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'amiral Robinson, debout près de cette fenêtre chaque jour, regardant sa fille s'éteindre. Cet homme puissant réduit à l'impuissance par un système qui avait tous les outils, mais ne pouvait trouver la réponse. Et elle ne pouvait s'empêcher de penser à toutes les fois dans sa propre vie où quelqu'un ayant de l'autorité avait rejeté quelque chose d'important parce que cela venait de quelqu'un qu'il considérait moins qualifié. Sa grand-mère lui disait que sa douleur était probablement juste de l'anxiété, probablement juste l'âge, probablement rien de grave jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ses professeurs d'école d'infirmière, qui avaient valorisé le protocole plus que la pensée critique, qui leur avaient appris à suivre les ordres plutôt qu'à les remettre en question. Chaque patient qu'elle avait vu passer à travers les mailles du filet parce que le système était trop rigide, trop hiérarchique, trop convaincu de sa propre infaillibilité pour écouter. Alors, elle fit quelque chose de risqué, quelque chose qui pouvait lui valoir un rappel à l'ordre, un avertissement écrit, peut-être même un licenciement selon la gravité de la situation. Elle décrocha le téléphone à la station des infirmières, fit défiler l'annuaire de l'hôpital et trouva le nom qu'elle cherchait. Dr. Sarah Rio, sans lien avec le Dr. Bloom Rio, qui a personne entièrement différente. Médecin senior traitant, 23 ans à St. Catharines, connu pour être dur mais juste, pour écouter réellement le personnel infirmier, pour se soucier plus des résultats pour les patients que de la politique institutionnelle. Leora ne lui avait jamais parlé directement. Dr. Rio opérait plusieurs niveaux au-dessus d'une infirmière de nuit dans la hiérarchie de l'hôpital. Mais elle avait une réputation, murmurée parmi le personnel infirmier, d'être quelqu'un qui se battrait pour les patients quand les autres ne le feraient pas, qui valorisait les bons soins plus que l'ego professionnel. Leora prit une inspiration et composa son numéro de poste, sachant que cela pouvait très mal tourner, sachant qu'elle mettait potentiellement fin à sa carrière avant qu'elle ne commence vraiment. Et ce qui se passa ensuite allait soit justifier ses instincts et tout changer pour Thelma Robinson, soit marquer Leora Vance comme une infirmière qui dépassait les bornes et ne connaissait pas sa place, mettant fin à tout espoir qu'elle avait d'être prise au sérieux dans cet hôpital. Si on vous a déjà dit que vous aviez tort par quelqu'un qui refusait d'écouter, si vous avez déjà dû vous battre pour ce que vous saviez être juste, même quand tous ceux qui avaient plus de pouvoir et plus de qualifications vous ont rejeté, appuyez sur ce bouton « J'aime » dès maintenant, parce que Leora Vance est sur le point de nous montrer à tous ce qui se passe quand vous refusez de reculer. Quand vous mettez les soins aux patients au-dessus de la sécurité professionnelle, quand vous risquez tout parce que rester silencieux ressemble à une trahison. Et si vous ne supportez pas l'arrogance médicale, si vous en avez assez de voir des personnes qualifiées être écartées parce qu'elles n'ont pas les bonnes lettres après leur nom, commentez. Les infirmières savent mieux pour la soutenir. Dr. Sarah Rio était à St. Catharines depuis 23 ans. Elle avait tout vu. Des miracles médicaux qui défiaient toutes les statistiques. Des pertes tragiques qui la hantaient encore dans les moments calmes. Des diagnostics révolutionnaires qui arrivaient à la dernière heure. Des cas qui échappaient à tout le monde malgré des efforts héroïques
Et plus que sa juste part de bataille d'ego entre spécialistes, de guerre de territoire sur la gestion des patients, de médecins brillants qui laissaient leur fierté entraver la bonne médecine. Quand son beeper sonna à 6h15 du matin, avec un message d'une infirmière de nuit demandant une consultation urgente, son premier instinct fut de l'ignorer. Elle avait veillé tard la nuit précédente à revoir des cas, n'avait peut-être dormi que 4 heures et n'était pas officiellement de service avant 45 minutes. Quoi que ce fût, cela pouvait attendre, pouvait être transmis à l'équipe de jour en 30, pouvait être traité par les voies appropriées plutôt qu'un appel direct à un senior. Elle faillit supprimer le message, faillit se retourner et d'essayer de grappiller encore 20 minutes de repos avant que son réveil ne sonne. Mais quelque chose dans le message attira son attention. Ce n'était pas la demande urgente typique. Patient en détresse, intervention immédiate nécessaire, tout le monde sur le pont. C'était spécifique, détaillé, le genre de message qui suggérait que celui qui l'avait envoyé avait réellement réfléchi à ce qu'il demandait et pourquoi. Fracture occipitale potentielle manquée à l'imagerie. Antécédent de traumatisme crânien du patient, il y a 8 ans, jamais corrélé avec les symptômes actuels. Demande un scanner haute résolution immédiat des vertèbres, C1, C2 et de la base du crâne. Patient Thelma Robinson. Chambre 407, Thelma Robinson. La fille de l'amiral. Le cas impossible qui était devenu une légende à l'hôpital. Le mystère qui avait dérouté chaque spécialiste qui l'avait touché. Dr. Rio avait examiné le dossier du cas des semaines auparavant lorsque l'équipe de diagnostic avait demandé l'avis du personnel senior. Elle avait lu la documentation exhaustive, les centaines de résultats de tests, les innombrables notes de consultants. Elle n'avait rien à ajouter qui n'ait pas déjà été envisagé. Juste une autre experte ajoutant son nom à la liste des personnes qui ne pouvaient pas le résoudre. Mais fracture occipitale manquée à l'imagerie, c'était spécifique. Cela suggérait que quelqu'un avait trouvé quelque chose, remarqué quelque chose, relié des points que d'autres n'avaient pas reliés. Et la mention d'un traumatisme crânien d'il y a 8 ans, c'était intéressant. C'était le genre de détail qui est enterré dans les antécédents médicaux, listés comme passés et non pertinents, jamais connectés aux symptômes actuels. Parce que qui pense qu'une blessure d'enfance pourrait causer des problèmes près d'une décennie plus tard? Dr. Rio se redressa, le sommeil oublié, elle relut le message, puis vérifia qui l'avait envoyé. Leora Vance, infirmière de nuit, 6 ans d'expérience. Pas quelqu'un qu'elle connaissait personnellement, mais la spécificité de la demande suggérait que ce n'était pas une réaction de panique excessive ou une infirmière dépassant les limites. C'était quelqu'un qui avait observé quelque chose, y avait réfléchi et avait suffisamment confiance en son évaluation pour appeler un médecin-chef senior à l'aube. Elle répondit « Mon bureau ». 15 minutes. Leora se tenait devant le bureau du Dr. Rio à 6h32 du matin, le cœur battant si fort qu'elle pouvait le sentir dans sa gorge, préparée à un autre rejet, à une autre conférence condescendante sur le fait de rester à sa place. Son quart de travail avait pris fin il y a 30 minutes. Elle aurait dû être dans sa voiture à rentrer chez elle, essayant de décompresser de la frustration d'avoir été ignorée par 4 médecins différents. Au lieu de cela, elle se tenait là, épuisée, fonctionnant à l'adrénaline et au café, et au refus obstiné de laisser tomber cela. La porte s'ouvrit. Le Dr. Sarah Rio ressemblait exactement à ce que Leora attendait. Début de la cinquantaine, des mèches grises dans des cheveux foncés tirés en queue de cheval pratique. Des yeux vifs qui ne manquaient rien. Le genre de présence qui commandait le respect sans avoir besoin de le demander. Elle portait une blouse et une blouse blanche, clairement déjà prête pour sa journée malgré l'heure matinale. Mais quand ses yeux vifs rencontrèrent ceux de Leora, elle ne vit pas d'agacement ou de rejet. Elle vit de la curiosité, un intérêt réel et sincère. Infirmière Vance, entrée. Le bureau était petit mais organisé. Les murs tapissés de manuels et de revues médicales,
Un bureau couvert de dossiers de patients et de documents de recherche, des diplômes et des certifications qui témoignaient de décennies de dévouement. Le Dr. Rio désigna une chaise en face de son bureau et s'assit, sortant un bloc-notes et un stylo, pas une tablette, pas un ordinateur, mais du vrai papier, comme si elle voulait lui accorder toute son attention sans distraction numérique. Décrivez-moi votre raisonnement et ne sautez aucun détail. Pas expliquez-vous, pas justifiez pourquoi vous me faites perdre mon temps. Juste une demande directe de présenter son cas, livrée sur un ton qui suggérait que le Dr. Rio était réellement prêt à écouter. Leora prit une inspiration et commença. Pendant les 15 minutes suivantes, elle exposa tout. Elle décrivit sa conversation avec Thelma. La façon dont elle avait observé et remarqué les petits mouvements inconscients, la légère inclinaison de la tête quand la lumière frappait ses yeux, la main qui dérivait constamment vers l'arrière de son cou, les subtils tressaillements quand elle tournait la tête trop rapidement. Elle expliqua comment ces observations avaient provoqué son examen physique, comment elle avait trouvé le tissu cicatriciel presque invisible à la base de la ligne des cheveux de Thelma, comment Thelma n'avait souvenu de la blessure d'enfance que lorsqu'on lui avait directement demandé. Elle parla du calendrier. Blessure il y a 8 ans, perte de cheveux commençant il y a 13 mois, et comment cela correspondait parfaitement à la progression de la compression nerveuse, comment les dommages d'une ancienne fracture pouvaient être stables pendant des années avant que le déplacement progressif ne provoque la manifestation des symptômes, comment le schéma de la perte de cheveux de Thelma correspondait exactement aux voies nerveuses qui seraient affectées par la compression à cet endroit spécifique. Elle expliqua pourquoi l'imagerie précédente l'avait manqué. Parce qu'il cherchait une maladie active, une inflammation, des anomalies des tissus mous, pas un ancien traumatisme squelettique. Parce que les scanners à résolution standard de la mauvaise zone ne montreraient pas une fracture capillaire dans l'os occipital. Parce que personne n'avait pensé à corréler une blessure vieille de 8 ans avec un symptôme vieux de 13 mois, le Dr. Rio écouta sans interrompre, prenant des notes, hochant parfois la tête. Quand Leora eut fini, le bureau tomba silencieux. Le Dr. Rio examina ses notes, tapotant son stylo sur le papier, réfléchissant. Le silence s'étira. Leora sentit sa confiance vaciller. Peut-être était-ce le moment où le Dr. Rio expliquerait gentiment mais fermement pourquoi cette théorie ne tenait pas. Pourquoi les autres médecins avaient eu raison de la rejeter. Pourquoi? Le Dr. Rio leva les yeux. Les précédents scanners CT étaient à résolution standard, axés sur l'exclusion des masses et de l'inflammation. Vous suggérez que nous avons besoin d'un scanner haute résolution, spécifiquement de l'os occipital et de la colonne cervicale supérieure. Oui, s'il y a une fracture, s'il y a une compression du groupe de nerfs. Le Dr. Rio décrocha son téléphone. Passez-moi la radiologie. Je veux un scanner CT haute résolution de la colonne cervicale et de la base du crâne pour Thelma Robinson, chambre 407. Aujourd'hui, priorité 1. Oui, je sais que nous l'avons déjà imagé. C'est différent. Nous recherchons des anomalies squelettiques, un ancien traumatisme, une compression nerveuse potentielle dans la région occipitale. J'ai besoin de la plus haute résolution que vous puissiez me donner. Elle raccrocha et regarda Leora. Ils l'auront en imagerie dans les 2 heures. Bon travail, infirmière Vance. En moins de 2 heures, Thelma Robinson serait à nouveau en imagerie, mais cette fois, il s'y regarderait au bon endroit, posant les bonnes questions, cherchant ce qui avait toujours été là. Cette fois, il verrait enfin ce que 300 spécialistes avaient manqué. Ce qui avait été caché à la vue de tous pendant plus d'1 an, ce qu'une infirmière de nuit avait trouvé en faisant la chose la plus simple, la plus révolutionnaire possible, en regardant réellement son patient. L'amiral Robinson se tenait dans la salle d'observation, les bras croisés serrés sur sa poitrine, essayant de ne pas espérer. Il avait été déçu trop de fois au cours des 13 derniers mois.
Regardez trop de médecins confiants entrer dans la chambre de Thelma avec des théories et de la certitude pour n'en ressortir que des semaines plus tard, confus et apologétiques. Entendu trop de promesses que ce test nous dirait ce que nous devons savoir, suivi de résultats qui ne leur disaient rien du tout. Mais quelque chose dans la façon dont le Dr. Rio avait expliqué cela était différent. Elle n'avait pas promis de réponse, n'avait pas survendu la possibilité. Elle avait simplement dit « Nous allons chercher quelque part où nous n'avons pas cherché avant, et nous verrons ce que nous trouverons. » Honnête, direct, pas de faux espoirs, mais pas de rejet non plus. Thelma était allongée sur la table de scanner, parfaitement immobile, tandis que la machine bourdonnait et travaillait autour d'elle. Elle avait fait cela tant de fois maintenant que la claustrophobie s'était estompée, remplacée par une sorte d'acceptation engourdie. Un autre scanner, une autre série d'images qui ne montreraient probablement rien, comme toutes les autres. Les techniciens se déplaçaient avec une efficacité rodée, ajustant les angles, calibrant les réglages, parlant dans le langage technique abrégé des personnes qui avaient effectué cette procédure des milliers de fois. Le Dr. Rio se tenait à côté du radiologue, le Dr. Blomberg. Tous deux regardaient le moniteur alors que les images commençaient à se former en temps réel. Le scanner s'était travaillé par tranches, construisant une image tridimensionnelle du crâne et du haut de la colonne vertébrale de Thelma, couche par couche. Chaque coupe transversale révélait des structures invisibles à l'œil nu. Les images arrivaient tranche par tranche, section par section. Le radiologue narrait doucement, plus pour son propre bénéfice que pour celui de quiconque, identifiant les structures à mesure qu'elles apparaissaient. Os occipital, vertèbre atlas, vertèbre axis, tissu mousse, musculature. Au début, rien d'inhabituel, juste une anatomie humaine normale faisant ce que l'anatomie humaine fait. L'amiral Robinson sentit ses épaules se tendre, cette déception familière commençant à s'installer à nouveau. Bien sûr, ce n'était rien. Bien sûr, ce n'était qu'une autre impasse. Une autre théorie qui semblait prometteuse, mais ne menait nulle part. Puis, le Dr. Rio se pencha en avant, ses yeux se plissant. « Attendez, revenez 2 tranches en arrière. » Le radiologue fit défiler en arrière, et c'était là, juste là, si petite que les scanners précédents faits à résolution standard et focalisés sur différentes zones, l'avaient complètement manqué. Une fracture capillaire dans l'os occipital à peine visible même maintenant. Une fine ligne sombre traversant la structure osseuse juste là où un ancien site de traumatisme n'avait jamais complètement guéri. La fracture elle-même était ancienne, clairement vieille de plusieurs années. L'os ayant tenté de se réparer, mais n'y étant jamais tout à fait parvenu, laissant derrière lui cette faiblesse permanente. Cette subtile déviation de l'architecture normale et pressée contre elle, comprimée par du tissu cicatriciel et un léger désalignement osseux qui s'était développé au fil des ans, se trouvait dans un groupe de nerfs. Le faisceau nerveux occipital responsable de la fonction sensorielle à l'arrière du cuir chevelu, mais aussi crucialement connecté aux voies autonomes qui régulent la fonction des follicules pileux dans cette région exacte. Dr. Anko Zuma, améliorant l'image, ajoutant un code couleur pour mettre en évidence la compression nerveuse. La visualisation était nette et indéniable. On pouvait voir exactement où le fragment osseux appuyait contre le groupe de nerfs, où le tissu cicatriciel s'était formé autour du site de la blessure, où l'espacement normal entre l'os et le nerf avait été éliminé par un empiètement progressif, régulant la fonction des follicules pileux selon le modèle exact où Thelma perdait ses cheveux, dit doucement le Dr. Rio presque pour elle-même. Elle tira des photos du cuir chevelu de Thelma des dossiers médicaux, comparant le modèle de perte de cheveux à la compression nerveuse visible sur le scanner. Il correspondait parfaitement. Les zones de perte de cheveux les plus sévères correspondaient exactement aux voies nerveuses les plus sévèrement comprimées. Le Dr. Rio se rassit sur sa chaise
Et un instant, elle se contenta de fixer l'écran. Mon Dieu, cela a été là tout le temps. Le radiologue zooma davantage, examinant la fracture sous plusieurs angles, mesurant le degré de compression nerveuse, documentant tout avec le détail méticuleux qui serait nécessaire pour la planification chirurgicale. Cette fracture a au moins 8 ans. Vous pouvez voir la tentative de guérison, le remodelage osseux, probablement dû à l'impact initial. Cela semble compatible avec un traumatisme contondant à l'arrière de la tête, mais elle a progressivement bougé. Voyez ce léger déplacement ici? Ce n'est pas de la blessure originale. C'est progressif, probablement sur des années, car les mouvements normaux de la tête et la tension musculaire déplacent lentement le fragment osseux. La compression nerveuse aurait été minimale au début, à peine perceptible. Peut-être des maux de tête occasionnels, une certaine sensibilité à la lumière, des choses que vous ignoreriez comme normales, mais avec le temps, elles s'aggraveraient progressivement. Termina le Dr. Rio, correspondant exactement à son calendrier de symptômes. Il y a 13 mois, la compression a atteint un seuil où elle a commencé à affecter significativement la fonction nerveuse. Les follicules pileux sont incroyablement sensibles aux perturbations nerveuses. Une fois le signal interrompu, ils s'arrêtent, cessent de produire des cheveux, finissent par mourir complètement si la compression n'est pas soulagée. Les mains de l'amiral Robinson tremblaient. Il agrippa le dossier d'une chaise pour se stabiliser, et cette fois, le tremblement ne venait pas de la peur ou de l'impuissance ou du poids écrasant de voir sa fille souffrir sans réponse. Cette fois, il venait d'un soulagement si écrasant, si complet, si totalement inattendu après 13 mois de déception qu'il menaçait de faire plier ses genoux. Sa voix sortit rauque, à peine plus qu'un murmure. « Pouvez-vous la réparer ?» Le docteur Rio se tourna vers lui, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il vit une confiance absolue dans les yeux d'un médecin. Non pas la fausse confiance de quelqu'un prétendant avoir des réponses qu'il ne possédait pas, mais la certitude réelle de quelqu'un qui savait exactement quel était le problème et exactement comment le résoudre. Oui, amiral, nous pouvons le réparer. Mais voici la partie qui rendait cette découverte si dévastatrice. Le détail qui entrait tous ceux qui étaient impliqués longtemps après la guérison de Thelma. Ce type de fracture apparaît sur les scanners CT standards. Elle aurait dû être détectée. Aucune technologie exotique n'était requise, aucune technique d'imagerie expérimentale, aucun outil de diagnostic de pointe que seule une poignée d'hôpitaux possédait. C'était de la radiologie de base, le genre de scanner qui est commandé des milliers de fois chaque jour dans les hôpitaux à travers le pays. La raison pour laquelle elle n'a pas été détectée, l'imagerie précédente s'était concentrée sur les anomalies des tissus mous, les centres de production d'hormones, les marqueurs auto-immunes, les schémas d'inflammation, tout sauf la structure squelettique de base. Parce que face à un symptôme mystérieux, les spécialistes avaient supposé que ce devait être quelque chose de complexe, quelque chose d'horreur, quelque chose qui nécessitait leur connaissance spécialisée pour être identifié. Ils cherchaient des zèbres, des diagnostics exotiques qui justifieraient toute leur formation et leur expertise. Et ce faisant, ils avaient complètement manqué le cheval debout juste devant eux. Une simple fracture, une ancienne blessure, quelque chose que n'importe quel résident, en radiologie de première année, aurait pu repérer s'il avait regardé au bon endroit avec la bonne résolution. 300 spécialistes, 13 mois, 143 tests, et la réponse avait toujours été là, attendant que quelqu'un regarde à l'endroit le plus évident. Ce qui se passa ensuite n'était pas une question de blâme. Le Dr. Rio l'a clairement indiqué dès le début, avant même que quiconque n'entre dans la salle de conférence, avant que les conversations inconfortables ne commencent. Ce n'était pas une chasse aux sorcières. Il ne s'agissait pas de pointer du doigt ou de détruire des carrières ou de faire des exemples de personnes qui avaient réellement fait de leur mieux. Il s'agissait de comprendre comment 300 spécialistes hautement qualifiés, équipés de la meilleure technologie et de ressources illimitées,
pouvait manquer quelque chose qu'une infirmière de nuit avait trouvé lors d'un examen attentif. L'équipe de diagnostic se réunit dans la salle de conférence B à 14 heures cet après-midi-là. Neurologues, endocrinologues, dermatologues, rhumatologues, tous les spécialistes qui avaient examiné Thelma pendant 13 mois. Certains vinrent volontiers, curieux de savoir ce qui avait finalement résolu l'affaire. D'autres vinrent à contre-cœur, déjà sur la défensive, déjà préparant des justifications pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas trouvé ce qui était apparemment là depuis le début. La pièce contenait peut-être 20 médecins représentant des centaines d'années d'expérience médicale combinée. Des murs tapissés de diplômes des institutions les plus prestigieuses du monde. Le Dr. Rio se tenait devant la pièce, son ordinateur portable connecté au grand écran derrière elle. Elle ne perdit pas de temps avec des amabilités ou des préambules. Elle afficha simplement le scanner CT haute résolution et les laissa voir ce qu'ils avaient manqué. La pièce tomba silencieuse. Les médecins qui conversaient tranquillement s'arrêtèrent en milieu de phrase. On pouvait voir la prise de conscience poindre sur les visages. L'inconfort s'installait alors qu'ils comprenaient ce qu'ils regardaient. Une fracture capillaire, une compression nerveuse, quelque chose de fondamentalement, presque embarrassant de simplicité, quelque chose qui avait causé la souffrance de Thelma pendant plus d'1 an. Pendant qu'il cherchait des explications exotiques, quelqu'un s'éclaircit la gorge. Quelqu'un d'autre se déplaça sur sa chaise. Le silence était lourd de questions non dites, de fierté professionnelle qui en prenait un coup, de la reconnaissance inconfortable qu'ils avaient échoué non pas parce qu'ils manquaient de compétences, mais parce qu'ils avaient mal abordé le problème. Il ne s'agit pas de la compétence de qui que ce soit, dit le Dr. Rio, sa voix ferme mais calme. Tout le monde dans cette pièce est excellent dans ce que vous faites. Vous êtes de brillants diagnosticiens. Vous avez suivi les protocoles, commandé les tests appropriés, consulté vos collègues. Vous avez tout fait correctement selon la façon dont nous avons été formés pour aborder les cas mystérieux et c'est exactement le problème. Elle laissa cela s'infiltrer un instant, puis continua. Nous étions tellement concentrés sur la recherche d'une réponse complexe que nous n'avons jamais envisagé une réponse simple. Nous avons commandé des centaines de tests spécialisés, des séquençages génétiques, des panels de maladies rares, des marqueurs d'anticorps expérimentaux, mais nous n'avons jamais commandé un scanner haute résolution de base du site de la blessure à partir de son historique médical. Nous avons cherché des zèbres et avons manqué le cheval. L'un des neurologues, le Dr. James Winters, celui-là même qui avait rejeté les préoccupations de Leora ce matin-là, prit la parole. Sa voix était lourde de quelque chose entre la frustration et la honte. Son formulaire d'admission mentionnait la chute d'enfant. Je l'ai vu. C'est juste là dans ses antécédents médicaux. Mais c'était il y a 8 ans, et elle a dit que c'était mineur. Traité et libéré des urgences. Je n'ai pas pensé. Exactement. Le docteur Rio l'interrompit, non pas méchamment, mais fermement. Vous n'avez pas pensé que cela importait. Aucun de nous. Et c'est la question systémique que nous devons aborder parce que nous avons été formés à chercher des maladies exotiques, des syndromes rares, des conditions complexes qui nécessitent nos connaissances spécialisées. L'enseignement médical nous apprend à penser à l'inhabituel, au compliqué, au difficile à diagnostiquer. Nous avons oublié que parfois l'explication la plus simple est la bonne. Le docteur Patricia Holmes, l'une des endocrinologues, se pencha en avant. Mais nous avons fait de l'imagerie plusieurs scanners s'il y avait une fracture, des scanners à résolution standard axés sur l'exclusion des masses, de l'inflammation, des anomalies hormonales, dit le Dr. Rio. Aucun de vous n'a commandé d'imagerie squelettique de la région occipitale parce qu'aucun de vous ne pensait à un ancien traumatisme comme une cause actuelle. La blessure était répertoriée dans son historique, mais elle a été classée comme une information passée non pertinente. Nous l'avons vue, nous l'avons reconnue et nous l'avons écartée. Un autre médecin,
plus jeune, peut-être un résident ou un interne, leva une main hésitante. Alors, qu'aurions-nous dû faire différemment? Le Dr. Rio afficha le formulaire d'admission de Thelma, celui que chaque spécialiste avait examiné, celui qui listait clairement sous les antécédents médicaux. Âge 16 ans, chute de cheval, traumatisme crânien, visite aux urgences, libéré le jour même. Là, en noir et blanc, vu par des dizaines d'yeux et écarté par chacun d'eux. Nous aurions dû relier le passé au présent, dit le Dr. Rio. Nous aurions dû nous demander, cette ancienne blessure pourrait-elle être pertinente? Nous aurions dû réfléchir de manière mécaniste à ce qui pourrait causer une perte de cheveux progressive selon ce schéma spécifique. Nous aurions dû écouter quand une infirmière qui a passé du temps à observer réellement le patient et remarqué des choses que nous avons manquées lors de nos consultations de 5 minutes. La pièce bougea inconfortablement à cela parce que tout le monde savait qui avait trouvé la fracture. Tout le monde savait que ce n'était pas l'un des spécialistes avec des décennies d'expérience. C'était Leora Vance, une infirmière de nuit avec 6 ans d'expérience. Quelqu'un que la plupart des médecins de cette pièce avaient rejeté quand elle avait essayé d'attirer leur attention. Ce cas devrait nous rendre humbles, continua le Dr. Rio. Non pas nous humilier, mais nous rendre humbles. Il devrait nous rappeler que la formation médicale, malgré toute sa rigueur et sa sophistication, peut parfois nous entraîner à négliger l'évidence. Nous devenons tellement spécialisés que nous oublions les bases. Nous nous concentrons tellement sur notre domaine d'expertise particulier que nous ne voyons pas le patient dans son ensemble. Et c'est là que cette histoire devient plus qu'une simple histoire de Thelma Robinson et de sa mystérieuse perte de cheveux. Parce que si cela a pu arriver ici au Centre médical St. Catharines, classé parmi les 10 meilleurs hôpitaux d'Amérique, avec certains des esprits les plus brillants de la médecine, équipés d'une technologie de pointe et de ressources illimitées. Si 300 spécialistes ont pu manquer une simple fracture ici, alors combien d'autres patients souffrent de problèmes simples qui sont négligés parce qu'ils ne correspondent pas au schéma attendu? Combien de personnes se voient dire que leurs symptômes sont psychologiques alors qu'ils sont réellement physiques? Combien subissent des tests invasifs coûteux pour des maladies rares, alors que la réponse est quelque chose de basique que personne n'a pensé à vérifier? Combien souffrent parce que le système de santé est devenu si spécialisé, si compartimenté, si axé sur la complexité qu'il a oublié comment voir les vérités simples? Les médecins de cette salle de conférence n'étaient pas mauvais dans leur travail. Ils étaient victimes d'un système qui les avait entraînés à penser d'une certaine manière, à valoriser certains types de connaissances par rapport à d'autres, à faire confiance aux tests plus qu'à l'observation, à respecter les diplômes plus qu'à une attention soignée. Et une infirmière de nuit formée différemment, abordant le problème sous un angle différent, avait vu ce qu'ils avaient tous manqué. L'opération elle-même fut relativement simple. Du moins, c'est ainsi que le Dr. Rio la décrivit en expliquant la procédure à l'amiral Robinson la veille. Décompresser le groupe de nerfs en retirant soigneusement la pression du fragment osseux. Lisser la section fracturée de l'os occipital pour éliminer tout bord tranchant qui pourrait causer de futurs problèmes. Retirer le tissu cicatriciel qui avait exercé une pression sur ses voies nerveuses vitales pendant plus d'1 an, étranglant lentement les signaux qui maintenaient les follicules pileux de Thelma en vie et fonctionnels. 3 heures du début à la fin. Une procédure neurochirurgicale de routine, le genre que l'équipe de St. Catharines effectuait régulièrement. Le Dr. Rio dirigerait, assisté du Dr. Aonko et d'un résident en chirurgie. L'anesthésie maintiendrait Thelma inconsciente et sans douleur. Les risques étaient minimaux. Ce n'était pas une chirurgie cérébrale, ne touchait rien de critique pour la vie ou la fonction cognitive, juste un travail minutieux et précis pour réparer les dommages que le temps et les circonstances avaient créés. Mais pour l'amiral Robinson, attendant dans le salon de chirurgie au 3e étage, ces 3 heures semblèrent 3 ans. Il était assis dans l'une de ces chaises en vinyle inconfortable que chaque salle d'attente d'hôpital semble avoir,
conçu plus pour un nettoyage facile que pour le confort humain. Ses mains agrippaient les accoudoirs, les jointures blanches, regardant l'horloge au mur avancé avec une lenteur agonisante. Il avait affronté le combat. Il avait pris des décisions qui avaient envoyé des gens en danger. Il s'était tenu sur la passerelle de porte-avions pendant des tempêtes qui auraient dû l'écouler. Mais rien dans sa carrière militaire ne l'avait préparé à ce genre particulier d'impuissance. Assis dans une salle d'attente pendant que quelqu'un opérait sur le crâne de sa fille, incapable de faire autre chose qu'attendre et espérer et prier que cette fois, enfin, le cauchemar se termine. Léora resta avec lui une partie du temps. Elle avait fini son service il y a des heures, aurait dû être chez elle à dormir après une longue nuit, mais elle était restée discrètement, prenant place 2 chaises plus loin que l'amiral, ne disant pas grand-chose, n'offrant pas de fausses assurances ou de platitudes vides, juste présente, juste là. Parce que parfois, la chose la plus importante que vous puissiez faire pour quelqu'un est simplement de ne pas le laisser seul. Il ne parlait pas beaucoup. Qu'y avait-il à dire? L'amiral n'était pas très bavard dans les meilleures circonstances. Et ce n'étaient pas les meilleures circonstances. Mais à un moment donné, environ 90 minutes après le début de l'attente, il se tourna vers elle. « Merci, dit-il doucement, de l'avoir vue, de l'avoir vraiment vue. » Léora hocha la tête. « Elle est facile à voir, monsieur, une fois que vous prenez le temps de regarder. » 2h47 après que Thelma ait été emmenée en chirurgie, les portes de la salle d'attente s'ouvrirent. Le Dr. Rio en sortit, toujours dans sa blouse et son bonnet de chirurgie, et elle souriait. Non pas le sourire poli et professionnel que les médecins donnent quand ils sont sur le point d'annoncer des nouvelles soigneusement formulées. Un vrai sourire, le genre qui atteint les yeux, le genre qui porte un soulagement et une satisfaction authentique. L'amiral Robinson était debout avant qu'elle n'ait fait 3 pas dans la pièce. « L'opération s'est déroulée parfaitement, » dit le Dr. Rio. « Nous avons soulagé toute la pression sur le groupe de nerfs. Le fragment osseux était exactement là où l'imagerie l'avait montré, et nous avons pu le lisser sans aucune complication. Le tissu cicatriciel est parti proprement. Tout semble bon. Et ses cheveux? » La voix de l'amiral était rauque d'émotion. Il luttait pour se contrôler. « Maintenant, nous attendons de voir comment son corps réagit, » dit honnêtement le Dr. Rio. « Nous avons supprimé la cause du problème. Nous avons donné à ses voies nerveuses la chance de guérir et de recommencer à fonctionner normalement. Mais la régénération des follicules pileux ne se fait pas du jour au lendemain. Cela prend du temps. » Thelma se réveilla en salle de réveil environ 1 heure plus tard, groggy de l'anesthésie, mais stable. Sa tête était bandée et elle avait ce regard lointain et confus que les gens ont en sortant d'une sédation profonde. L'amiral s'assit à côté de son lit, lui tenant la main, ne disant rien parce qu'il n'y avait rien à dire. Elle était vivante. L'opération avait réussi. Pour la première fois en 13 mois, ils avaient un véritable chemin à suivre. La régénération des follicules pileux ne se fait pas du jour au lendemain. Le Dr. Rio avait été clair à ce sujet. Gérer les attentes même dans le moment de triomphe. Il faudrait des semaines pour voir des résultats, peut-être des mois pour une repousse complète. Les nerfs avaient besoin de temps pour guérir, pour se souvenir de leur fonction, pour commencer à envoyer les signaux qui réveilleraient les follicules dormants et encourageraient de nouvelles pousses. Mais pour la première fois depuis plus d'1 an, il y avait un chemin clair à suivre, une explication réelle de ce qui s'était passé. Un véritable espoir fondé sur la compréhension plutôt que sur une foi désespérée. Il savait ce qui n'allait pas. Il l'avait réparé. Maintenant, ce n'était qu'une question de temps. Les semaines qui suivirent furent un exercice de patience. Thelma rentra chez elle après 3 jours à l'hôpital, se remettant rapidement de l'opération elle-même. L'incision guérit proprement. Les maux de tête auxquels elle s'était tellement habituée qu'elle avait cessé de les mentionner disparurent progressivement. La sensibilité à la lumière diminua. De petites améliorations qui confirmèrent que la compression nerveuse avait été la cause principale de plus que la simple perte de cheveux. Mais les cheveux eux-mêmes, cela prit plus de temps. Semaine 1, rien de visible. Semaine 2,
Toujours rien. L'amiral Robinson se surprit à vérifier anxieusement chaque fois qu'il lui rendait visite, cherchant des signes de nouvelles pousses, essayant de ne pas montrer son inquiétude que peut-être les dommages aient été permanents. Peut-être qu'ils avaient attendu trop longtemps. Peut-être. Semaine 3. Thelma le remarqua en premier. De minuscules, presque invisibles nouvelles mèches le long de sa ligne de cheveux. Si fines qu'elles étaient à peine là, comme des cheveux de bébé, comme la première pousse délicate du printemps après un long hiver. Elle appela son père, la voix tremblante d'émotion. « Ça repousse, papa. Ça repousse vraiment. » Semaine 4, la croissance était indéniable. Mince, oui. Éparse, oui, mais en croissance. Semaine 5, plus épaisse. Semaine 6, remplissant les zones qui avaient été chauves si longtemps. Et puis, 6 semaines après l'opération, un mardi matin ensoleillé de la fin du printemps, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Thelma Robinson entra au centre médical St. Catharines sur ses propres 2 pieds, vêtue d'une robe d'été jaune et d'un sourire qui n'avait pas faibli depuis 6 mois. Ses cheveux, épais, sains, repoussant en vagues qui captaient la lumière de l'après-midi, encadraient son visage comme avant, comme il était censé l'être. La même lumière du soleil qui se déversait à travers ces hautes fenêtres de l'hôpital. La lumière qui avait autrefois illuminé sa souffrance, tandis que son père restait impuissant à regarder, maintenant captait l'éclat d'une santé restaurée, d'une vie retrouvée. Elle n'était pas là pour un traitement cette fois. Pas de rendez-vous, pas de test, pas de médecin attendant de l'examiner et d'expliquer ce qu'il ne comprenait toujours pas. Elle était là pour dire merci. Leora était à la station des infirmières quand elle vit Thelma arriver dans le couloir. Un instant, elle ne la reconnut pas. Cette jeune femme vibrante se déplaçant avec confiance et joie ne ressemblait en rien à la patiente épuisée et sans espoir de ce corps de nuit d'il y a 6 mois. Mais alors leurs yeux se rencontrèrent et la reconnaissance jaillit et le sourire de Thelma s'élargit encore. « Leora, je voulais que tu voies. » Thelma fit un geste vers ses cheveux, riant à travers des larmes qui se formaient déjà. « Regarde ça, tout est revenu. Oh mon Dieu, Thelma, tu es magnifique. » Elles s'embrassèrent là, dans le couloir. 2 femmes qui étaient des étrangères il y a 6 mois, maintenant connectées par un moment d'observation attentive qui avait tout changé. Thelma pleurait et Leora pleurait, et aucune d'elles ne se souciait de qui voyait. « Grâce à toi, murmura Thelma, parce que tu as pris le temps de vraiment me regarder, d'écouter, de voir ce que tout le monde manquait. » L'amiral Robinson était là aussi, se tenant à une distance respectueuse, leur laissant leur moment. Et quand elles se séparèrent enfin, quand Thelma s'essuya les yeux et se tourna pour inclure son père dans les retrouvailles, il s'avança et fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant dans sa carrière militaire décorée. Il salua un civil, non pas la reconnaissance décontractée de respect, mais un salut formel complet. Dos droit, main nette, yeux rencontrant ceux de Leora avec une intensité qui en disait long. « Infirmière Vance, vous m'avez rendu ma fille. Il n'y a pas de mots, pas de médaille, pas d'honneur qui puisse égaler ce cadeau. Merci, Leora. » Jamais à l'aise avec les éloges, elle sourit simplement. « Je faisais juste mon travail, monsieur. Vraiment regarder mon patient, c'est tout. » Mais ce n'était pas juste son travail. C'était sa vocation et c'est un rappel que parfois les percées médicales les plus importantes ne viennent pas des personnes les plus qualifiées de la pièce. Elles viennent des personnes qui se soucient suffisamment pour regarder au-delà du dossier et voir l'être humain devant elles. Le centre médical St. Catharines apporta des changements après le cas de Thelma. Des vrais, pas des mises à jour superficielles de politiques qui sont annoncées en grande pompe et discrètement oubliées en quelques mois, mais des changements fondamentaux dans la façon dont ils abordaient les soins aux patients et la médecine diagnostique. Ils mirent à jour leur protocole diagnostique pour inclure des revues complètes des antécédents des patients pour tous les spécialistes, exigeant que les médecins examinent spécifiquement les blessures et traumatismes passés
peu importe leur ancienneté ou leur apparente insignifiance, avant de commander des tests spécialisés coûteux. Ils créèrent des équipes de diagnostic collaboratives où les observations des infirmières avaient un poids égal aux évaluations des médecins, où l'attention attentive d'une infirmière de nuit était autant valorisée que les résultats des tests d'un spécialiste. Ils mirent en œuvre une formation obligatoire sur les biais cognitifs en médecine, explorant la tendance à négliger les explications simples en cherchant des solutions complexes, le danger de rejeter les antécédents médicaux comme non pertinents, le risque de laisser l'ego professionnel l'emporter sur les soins aux patients. Le Dr. Rio présenta le cas de Thelma lors d'une conférence médicale nationale cet automne-là. Elle se tint devant des centaines de médecins et leur dit la vérité inconfortable sur la façon dont 300 spécialistes avaient manqué ce qu'une infirmière avait trouvé. La présentation devint virale dans les milieux médicaux, déclencha des débats dans les revues, devint une lecture obligatoire lors de grandes conférences à travers le pays. Elle devint un exemple pédagogique dans les écoles d'infirmières et de médecine, non pas comme une histoire d'échec et de honte, mais comme une histoire de ce qui est possible quand nous nous souvenons que la médecine est à la fois science et art, et que parfois l'art de vraiment voir votre patient est tout aussi important que la science de le traiter. Lyra Vance fut promue infirmière de liaison diagnostique, un poste nouvellement créé conçu pour combler le fossé entre l'observation clinique et le diagnostic médical. Elle forme de nouvelles infirmières maintenant, leur enseignant les mêmes leçons qu'elle a apprises il y a des années en regardant sa grand-mère souffrir de diagnostics erronés. Les diplômes comptent, mais l'attention attentive compte davantage. Elle leur apprend à s'asseoir avec les patients, à observer comment ils bougent, à écouter non seulement ce qu'ils disent, mais ce que leur corps révèle. Elle leur enseigne qu'être juste une infirmière, c'est en fait être la personne qui passe le plus de temps avec les patients, qui voit des choses que les médecins manquent lors de leur consultation de 5 minutes, qui a le pouvoir de changer les résultats si elle refuse de se taire. Et Thelma, elle s'inscrivit à l'école d'infirmière, décida que si elle allait travailler en médecine, et elle le ferait parce que regarder les soins de santé du côté patient avait allumé quelque chose en elle. Elle voulait être le genre de prestataire de soins de santé qui lui avait sauvé la vie. Quelqu'un qui voit les patients, pas seulement les symptômes, quelqu'un qui écoute, pas seulement qui teste, quelqu'un qui se souvient que derrière chaque cas mystérieux se trouve un être humain qui mérite d'être vu. Parce qu'en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit vraiment dans cette histoire. Pas des 300 experts qui ont manqué le diagnostic, bien que leur échec importe. Pas même de la seule infirmière qui l'a trouvé, bien que son courage et son observation aient tout changé. Il s'agit de l'acte radical simple de prêter attention, de traiter les gens comme s'ils importaient, de refuser de cesser de regarder juste parce que tout le monde a abandonné.